Imaginez un instant un goulot d'étranglement de seulement 33 km de large, un passage si étroit que le destin de l'économie mondiale y est suspendu chaque jour. C'est le détroit d'Ormuz. Ici, 20 millions de barils de pétrole transitent quotidiennement, alimentant les usines, les voitures et les foyers de la planète entière. Pour Téhéran, ce détroit n'est pas seulement une voie maritime, c'est une arme. Une arme que l'Iran a décidé de dégainer, pensant pouvoir dicter ses conditions au monde et faire plier la plus grande puissance militaire de l'histoire. Bienvenue sur l'ordre financier. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs d'un conflit qui a redéfini la géopolitique moderne. Le moment où l'Iran a défié la marine américaine pour finir par ordonner une retraite désespérée. Tout a commencé par une arrogance stratégique. Le régime de Téhéran était convaincu qu'il détenait le bouton pause de l'économie mondiale. En fermant le détroit, l'objectif était limpide. Propulser les prix du pétrole au-dessus des $100 le baril, déclencher une inflation galopante en Occident et pousser les populations civiles à se retourner contre leur propre gouvernement. C'était une guerre de l'inflation, menée non pas avec des billets de banque, mais avec des missiles et des mines. Le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, a adopté une posture terrifiante. Le commandant Ali Reza Tangsiri a lancé un ultimatum direct. Aucun navire des États-Unis, d'Israël ou d'Europe ne serait autorisé à passer. Si vous avez des doutes, venez nous tester, disait-il. Et ils ont testé. L'Iran a commencé par harceler des pétroliers civils, utilisant des drones Shahed 136 et des vedettes rapides pour semer le chaos. Plus de 17 navires commerciaux ont été attaqués, rendant 6 pétroliers géants inutilisables. L'Iran pensait jouer sur son terrain, celui de la guerre asymétrique. Au lieu d'affronter les porte-avions américains de face, ils se sont cachés dans les montagnes escarpées et les tunnels souterrains bordant le détroit. Ils y ont stocké des missiles balistiques antinavires, comme le Qiam-2, capable d'envoyer un géant des mers par le fond en quelques minutes. Ils ont même commencé à miner les eaux, transformant le détroit en un champ de mines invisibles et mortelles. Le trafic mondial s'est arrêté net. Plus de 1000 navires se sont retrouvés ancrés, impuissants, attendant un couloir de sécurité qui ne venait pas. Les primes d'assurance ont explosé et le monde a retenu son souffle. Téhéran pensait avoir gagné, mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que l'ordre mondial ne tolère pas qu'on lui coupe l'oxygène. En défiant la marine américaine, l'Iran n'a pas seulement provoqué un pays, il a signé l'arrêt de mort de sa propre flotte. La réponse de Washington ne fut pas une simple escarmouche. Ce fut une opération de destruction systématique, baptisée Operation Epic Fury. Donald Trump, face aux caméras, a posé un ultimatum de 48 heures. Ouvrez le détroit ou nous détruisons vos infrastructures les plus vitales. Mais avant même que l'encre de cet avertissement ne sèche, le ciel au-dessus de l'Iran a commencé à s'enflammer. Pour l'ordre financier, il est crucial de comprendre que ce n'était pas une bataille navale classique, c'était un abattoir technologique. Les États-Unis ont déployé des forteresses flottantes comme l'USS Gerald Ford et l'USS Abraham Lincoln. Mais la véritable dévastation est venue d'en haut. Le Pentagone a lancé l'une des campagnes de bombardement les plus intensives de l'histoire. Des bombardiers furtifs B-2 Spirit, partis directement du sol américain, ont traversé les océans pour frapper les centres de commandement iraniens dans l'obscurité totale. Grâce à leur technologie furtive, les radars de défense iraniens sont restés muets, incapables de voir la mort approcher. Mais le coup de grâce pour les espoirs asymétriques de Téhéran fut l'introduction d'une nouvelle arme, la GBU-72 Advanced FIMEK Penetrator. Ce n'est pas une bombe ordinaire, c'est un monstre de 2,2 tonnes guidé par GPS, conçu pour pénétrer 60 mètres de terre ou 20 mètres de béton armé avant de détonner.
En une seule nuit, les tunnels de montagne et les silos souterrains que l'Iran avait mis des décennies à construire ont été réduits en poussière. Les missiles antinavires sophistiqués comme l'Abu Mahdi ont été broyés sous leurs propres abris. Sur l'eau, le spectacle était tout aussi apocalyptique. Le légendaire A-10 Warthog, avec son canon rotatif de 30 mm, a été déployé pour traquer les vedettes rapides du CGRI. Ce qui était autrefois une menace de nuée redoutable est devenu une cible facile. Les obus perforants du A-10 déchiraient les petits bateaux iraniens en quelques secondes. En parallèle, des hélicoptères Apache utilisaient des missiles Hellfire pour éliminer chaque menace mobile le long de la côte. Le résultat fut sans appel. 95% de la marine iranienne a été rendue inopérante. Ce n'était plus une force de combat, c'était un tas de ferraille fumant. L'amiral Alireza Tangsiri lui-même, l'homme qui avait défié l'Occident, a été éliminé lors d'une frappe de précision à Bandar Abbas. Comme l'a résumé le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, l'Iran n'a plus de marine ni de commandant naval. L'illusion de la puissance s'est dissipée en quelques jours. Les navires qui n'avaient pas été coulés ont réalisé qu'ils n'étaient plus en sécurité dans leurs propres eaux territoriales. C'est ici que le récit bascule. Ce n'était plus une guerre d'agression pour Téhéran, mais une lutte désespérée pour la survie de ce qu'il restait de son prestige. La marine qui avait juré de verrouiller le monde recevait désormais un ordre simple mais humiliant. Fuyez. Pendant des décennies, l'Iran a cultivé un mythe, celui d'une forteresse imprenable nichée dans les entrailles de la terre. La doctrine navale de Téhéran ne reposait pas sur la splendeur de ses navires en surface, mais sur ce qu'ils cachaient dans les montagnes escarpées bordant le détroit. Des tunnels renforcés de couches épaisses de béton et de roches, abritant des arsenaux capables, pensait-il, de paralyser le monde d'un seul geste. Mais pour nous, sur l'ordre financier, il est clair que la technologie a une manière brutale de transformer les sanctuaires en tombeaux. L'entrée en scène de la GBU-72 Advanced 5K Penetrator a marqué la fin de cette illusion. Imaginez un monstre de plus de 2 tonnes, guidé par satellite, capable de s'enfoncer à 60 mètres sous terre avant de libérer une onde de choc qui effondre tout sur son passage. En une seule nuit, l'infrastructure souterraine que les gardiens de la Révolution avaient mis 40 ans à bâtir a été réduite en poussière. Les missiles de croisière anti-navires, comme le Nur et l'Abu Mahdi, qui devaient pleuvoir sur les pétroliers, ont été broyés dans leurs silos avant même d'avoir pu voir la lumière du jour. Pendant ce temps, dans le ciel, un autre prédateur faisait son retour, le A-10 Warthog. Cet avion de légende, conçu dans les années 70, a trouvé une seconde vie en traquant les essaims de vedettes rapides iraniennes. Avec son canon rotatif de 30 mm, capable de tirer 3900 obus par minute, il a transformé ce qui devait être une menace de nuée en un véritable abattoir maritime. Accompagné par des hélicoptères Apache utilisant des missiles Hellfire, le A-10 a systématiquement nettoyé la côte, éliminant les menaces mobiles une par une. Le coup de grâce, cependant, ne fut pas seulement matériel, il fut symbolique et de commandement. L'amiral Alireza Tangsiri, l'homme qui avait personnellement menacé de fermer le détroit et harcelé des milliers de navires marchands, a été éliminé lors d'une frappe de précision dans le port stratégique de Bandar Abbas. Le message de Washington était d'une clarté glaciale. L'Iran n'a plus de marine, ni de commandant naval. L'ordre financier mondial ne peut tolérer un acteur qui prend en otage 20% du commerce pétrolier mondial. Pour briser ce siège, les États-Unis ont même déployé des bateaux drones autonomes, les GA-Arka, qui patrouillent désormais le détroit sans interruption, privant les forces iraniennes de toute zone d'ombre pour poser leurs mines.
95% de la flotte iranienne n'est plus qu'un amas de ferraille fumant, et la capacité de Téhéran à menacer le trafic est tombée à un niveau presque inexistant. Le verrou iranien a été brisé par la force brute et la précision technologique. Lorsque la poussière est retombée sur le détroit d'Ormuz, ce qu'il restait de la marine iranienne a compris une vérité amère. Leurs propres eaux territoriales n'étaient plus un refuge. Ce fut le début de l'opération de retraite la plus désespérée de l'histoire moderne. Les navires survivants, des corvettes aux petites embarcations, ont fui vers l'océan Indien, cherchant désespérément un sanctuaire à des milliers de kilomètres de là. Sur l'ordre financier, nous analysons les mouvements de capitaux, mais ici, c'est le mouvement des navires qui raconte la chute. Le trajet de l'Iris Dena est devenu le symbole de cet échec. Tentant de fuir vers le sud pour échapper aux missiles Tomahawk, ce mastodonte de fer a été traqué en silence par les sous-marins américains. Le 4 mars 2026, l'Iris Dena a été torpillé au large du Sri Lanka. Ce fut la première attaque à la torpille réussie depuis la Seconde Guerre mondiale, un signal envoyé au monde entier. Il n'existe aucun endroit sur cette planète où une force hostile peut se cacher de la puissance navale américaine. D'autres navires, comme l'Iris Livon et l'Iris Boucher, ont tenté de se réfugier dans des ports étrangers sous couvert de dysfonctionnements techniques. Le Livon a fini par être retenu en Inde, ses 183 membres d'équipage logés de force dans des installations navales, tandis que le Boucher était détenu au Sri Lanka. La marine qui prétendait défier le monde s'est retrouvée éparpillée, capturée ou coulée, ses restes tentant de se fondre dans la flotte fantôme qui sert habituellement à la contrebande de pétrole vers la Chine. Mais la défaite ne s'arrête pas aux navires. L'isolement diplomatique est total. Une coalition sans précédent de 22 pays, incluant des géants comme le Japon, la Corée du Sud et même des acteurs du Golfe comme Bahreïn, a officiellement condamné les actions de Téhéran comme une violation du droit international. L'Iran se retrouve face à un mur d'acier et de diplomatie. Washington a même posé 6 conditions de reddition non négociables: arrêt total du programme de missiles balistiques, fin de l'enrichissement de l'uranium et arrêt du soutien aux groupes comme le Hezbollah et les Houthis. Le rêve de Téhéran de dicter l'ordre mondial par l'inflation et la peur s'est transformé en un cauchemar de paralysie logistique. Alors que le détroit commence à rouvrir lentement, passant de 3 navires par jour au plus fort de la crise à environ 15 à la fin mars, le monde observe l'agonie d'une puissance qui a trop présumé de ses forces. L'initiative a changé de camp. Pour l'Iran, la question n'est plus de savoir s'il peut gagner, mais combien de temps il pourra survivre dans cette prison géopolitique qu'il a lui-même construite. Le fracas des bombes GBU-72 s'est tu, laissant place à un silence bien plus terrifiant pour le régime de Téhéran, celui de l'isolement total. Dans les bureaux feutrés de l'ordre financier, nous savons que la puissance d'une nation ne se mesure pas seulement à ses missiles, mais à sa capacité à maintenir sa place dans le flux du commerce mondial. En tentant de couper l'artère vitale de l'économie, l'Iran n'a pas seulement provoqué une réponse militaire, il a déclenché une restructuration complète de la sécurité maritime globale. L'illusion iranienne reposait sur l'idée que le monde resterait divisé. Ils espéraient que l'inflation galopante pousserait l'Europe et l'Asie à supplier pour une trêve. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Une coalition historique de 22 pays, incluant des nations aussi diverses que les Pays-Bas, le Japon, le Canada, et même des acteurs régionaux comme Bahreïn et les Émirats arabes unis, s'est dressée comme un mur de béton contre Téhéran. Cette alliance n'était pas seulement symbolique, elle a apporté une légitimité internationale totale à l'opération Epic Fury, transformant une intervention américaine en une mission de police mondiale pour la survie de l'ordre économique. Aujourd'hui, les chiffres sont sans appel. La marine iranienne, autrefois fière de ses tactiques de harcèlement, est inopérante à 95%. Ses commandants,
à l'instar de l'amiral Tangsiri, ont disparu, et ces infrastructures souterraines, censées être imprenables, ne sont plus que des amas de décombres fumants. Mais le coup le plus dur pour Téhéran est venu de Washington, sous la forme d'un document de reddition en 6 points, transmis par des canaux secrets. Les conditions sont brutales et non négociables. Arrêt total du programme de missiles balistiques pour 5 ans, réduction à 0 de l'enrichissement d'uranium, fermeture des réacteurs de Natanz et Fordo et fin immédiate de tout soutien financier aux proxys comme le Hezbollah et les Houthis. Pour l'Iran, accepter ces termes équivaut à un suicide politique pour le régime. Les refuser signifie une destruction lente par l'obscurité, alors que les États-Unis menacent désormais de frapper les centrales électriques vitales, comme celle de Damavand, plongeant la capitale dans le noir et le chaos économique. Les répercussions de cet effondrement dépassent largement les eaux du Golfe. Regardez vers le nord, vers les plaines d'Ukraine. Le pont de munitions entre Téhéran et Moscou a été physiquement rompu. Sans les drones Shahed et les composants de missiles iraniens, la machine de guerre de Vladimir Poutine perd l'un de ses piliers les plus critiques. La défaite navale de l'Iran est, par extension, une défaite logistique pour la Russie, prouvant que dans la guerre moderne, tout est interconnecté par les flux de capitaux et de matériel. Sur le plan maritime, le détroit d'Ormuz commence à respirer à nouveau. Alors que le trafic était tombé à seulement 3 navires par jour au plus fort de la crise, il remonte progressivement, atteignant environ 15 navires à la fin mars. La sécurité est désormais assurée par une présence technologique omniprésente. Des drones sous-marins britanniques, des destroyers type 45 comme le HMS Dragon et des patrouilles autonomes Gark qui ne dorment jamais. Le message envoyé au monde est limpide. Aucun acteur, aussi radical soit-il, ne peut prendre en otage les voies de navigation internationales sans risquer une oblitération totale. En conclusion, ce conflit marque la fin d'une ère. L'ère où la guerre asymétrique pouvait suffire à faire plier les superpuissances. Téhéran a voulu tester les limites de l'ordre mondial et il a trouvé un mur d'acier, de technologie et d'unité diplomatique. Pour nous, abonnés de l'ordre financier, la leçon est claire. La stabilité des marchés repose sur la force de dissuasion. La marine iranienne a défié l'ordre. Elle n'est plus qu'un souvenir enfoui dans les profondeurs de l'océan Indien. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent avec la chute de ceux qui oublient que le pouvoir réel ne réside pas dans la capacité à détruire, mais dans celle de protéger les flux qui font battre le cœur du monde. Merci d'avoir suivi cette analyse profonde sur l'ordre financier. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des mouvements qui redéfinissent notre avenir géopolitique et financier. À très bientôt pour une prochaine plongée au cœur de la puissance.